Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Je suis Léa Msalem, consultante expérimentée chez Exium Partners et je suis accompagnée, je te laisse te présenter quand même. Donc Mathieu Schneider, je suis senior manager chez Exium Partners aussi. Et bonjour à tous, donc Benjamin Serra, senior vice president chez Moody's Investor Services, l'agence de notation. Donc, compte tenu du contexte économique très volatile, il nous a semblé essentiel et intéressant d'analyser la résilience des assureurs français comparés à leurs pairs européens. Lors de cet état des lieux, nous avons sélectionné différents risques en prenant compte de l'actualité et évidemment des risques propres à la profession. Concernant l'organisation de cet atelier, nous avons décidé de le séparer donc en deux parties distinctes, assurance vie et assurance non-vie. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en faisant un petit saut dans le temps et en commençant avec l'exposition à la baisse des taux en assurance vie. Donc quelques éléments de contexte. Je vous rappelle qu'au Q1 2019, la BCE a annoncé la continuité de son assouplissement monétaire, ce qui a plongé les OAT 10 ans en territoire négatif. En soi, l'environnement de taux bas n'était pas nouveau à ce moment-là, mais cette prolongation était inédite. À ce moment-là, les assureurs arrivent quand même à servir des taux relativement élevés, grâce à la provision pour participation aux excédents, la PPE. Ils ont également encore des actifs qui sont compétitifs, qui peuvent justement alimenter cette PPE. Par exemple, avec peut-être des coupons d'obligations qui ont été achetés avant cette baisse des taux. Et on y reviendra un petit peu plus tard, mais le marché français en réalité ne propose pas vraiment des taux moyens garantis très élevés. Donc comme ça, si on devait faire une analyse de premier ordre, on peut penser que les assureurs français ne sont pas sensibles à la baisse des taux. Pourtant, une des conséquences de ce contexte de taux bas est la baisse importante du ratio de solvabilité. En effet, on a comparé différents ratios de solvabilité entre 2018 et 2019 pour 6 assureurs, 6 mutuelles et des banques assureurs. Et on se rend compte qu'entre 2018 et 2019, le ratio de solvabilité moyen passe donc en 2018 de 210% à 191,4% en 2019. Donc non, on ne peut pas dire que les assureurs français ne sont pas exposés à la baisse des taux. Donc pour comprendre un petit peu ça, on a comparé le marché français au marché européen et on s'est rendu compte que la France se distingue par deux éléments. Donc un taux moyen garanti relativement faible, autour de 0,5%. Donc je sais que c'est encore un élément qui est un avantage en cas de contexte de baisse des taux. Et donc, ce qui vraiment nous pousse à nous dire que normalement les assureurs français devraient être moins exposés à la baisse des taux par rapport à d'autres assureurs sur le marché européen. Et c'est là où on se rend compte que les assureurs français ont un gap de duration qui est plus ouvert que certains pays. Et c'est sur ce constat que je laisse Benjamin commenter une étude réalisée par Moody's en 2019. Merci beaucoup Léa. Oui, alors effectivement, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est une étude qu'on a en fait initiée d'abord en 2015 et qu'on a à peu près mise à jour chaque année jusqu'en 2019, qui comparait effectivement les assureurs français aux autres assureurs européens, mais aussi en fait ailleurs dans le monde. Et notre analyse à nous, c'était de dire effectivement que les assureurs français n'étaient pas si exposés que ça à la baisse des taux. Donc encore une fois, je vais juste répéter ce que disait Léa. Effectivement, le fait que les taux garantis étaient très, très bas, c'était quand même un vrai avantage par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, où on a des taux garantis qui étaient encore à l'époque entre 3 et 4%, ou des pays comme les Pays-Bas, par exemple.
Un des gros avantages du marché français, c'est aussi la duration des passifs, qui était un peu plus courte que dans justement ces pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne. Et donc notre conclusion, c'était effectivement que les assureurs français n'étaient pas si exposés ça au risque de réinvestissement. Et toutefois, comme le disait Léa, en fait, on voyait les ratios de solvabilité des assureurs français baisser beaucoup plus que ceux des autres assureurs européens. Donc effectivement, techniquement, on peut l'expliquer par l'écart de duration. Ceci dit, vous voyez là, par exemple, que l'écart de duration en Allemagne ou aux Pays-Bas peut être aussi élevé. Sauf que sous Solva 2, l'écart de duration est un peu masqué par l'utilisation en fait, des Ultimate Forward Rate à cette époque-là, qui cachait un peu tout ce qui se passait au niveau des durations longues. Alors que quand on regarde les durations courtes, qui concernent plutôt les assureurs français, là on avait un impact assez fort dès qu'on avait une baisse des taux et une baisse de la courbe des taux, comme encore une fois l'a montré Léa. Donc voilà, ça c'est une étude qui date de 2019. C'est une étude alors les chiffres ont un peu bougé parce que les taux garantis moyens ont tendance à un peu baisser, mais les conclusions, je pense, restent assez valables. Ceci dit, la raison aussi pour laquelle l'écart de duration est assez élevé en France, c'est aussi parce qu'on sait que les Français sont exposés à la hausse des taux. Et ça, on va en parler juste après. Mais je pense que c'était un élément assez important. Donc, même si les ratios de solvabilité bougeaient beaucoup, nous, on estimait que le risque de réinvestissement restait faible et que finalement, l'écart de duration élevé, c'était un risque à prendre pour se protéger contre la hausse des taux, qui est un risque dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je continue là-dessus. Très bien. Donc l'exposition à la risque l'exposition au risque de la hausse des taux. Donc ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Alors vous êtes tous actuaires dans la salle, donc je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer beaucoup en quoi ça concerne. Mais lorsque les taux augmentent rapidement, vous avez les produits bancaires qui deviennent, notamment, pas que, mais les produits bancaires qui deviennent beaucoup plus attractifs que les produits d'assurance, dont le rendement va augmenter, mais vraiment petit à petit. Et ça peut inciter en fait les assurés à racheter leurs contrats et à placer leur argent dans d'autres produits d'épargne, donc notamment les produits bancaires. Et il se trouve que là aussi, on a fait une analyse en fait comparative entre la France et les autres pays européens. Et la France en fait est très exposée à ce risque, tout simplement parce que en France, c'est très très facile de racheter son contrat d'assurance vie. En fait, vous avez très très peu de pénalités de rachat, voire pas de pénalités de rachat. Alors réglementairement, de toute façon, ces pénalités de rachat sont très limitées. Et quand on est français, on se dit que c'est normal. Mais en fait, quand on regarde dans les autres pays, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Si vous regardez, par exemple, à côté de chez nous, là, en Belgique, vous avez beaucoup d'assureurs qui ont des clauses qu'on appelle Market Value Adjustments, dans lesquelles, si l'assureur fait des moins-values en cas de rachat, et ben ces moins-values, en fait, elles sont transmises à l'assuré. Donc forcément, l'incitation à racheter est beaucoup moindre dans ce cas-là. Vous avez d'autres pays où les produits en fait, d'assurance ne sont pas que des produits d'épargne. C'est des produits dans lesquels vous avez beaucoup de garanties de prévoyance. Et donc, racheter son contrat, c'est aussi abandonner ses garanties de prévoyance. Donc là aussi, on ne pense pas forcément au contrat d'assurance uniquement comme un produit financier, comme ça peut être le cas en France. Donc, on a la France, on a l'Italie aussi qui est très exposée à ce risque. Et il se trouve que ce soit en France ou en Italie, en fait, la concurrence avec les autres produits d'épargne était très élevée en France. On a la chance, peut-être quand on est épargnant, d'avoir le livret A. Livret A qui offre un taux très important, sans payer d'impôts dessus en plus. Alors certes, on peut dire que le livret A, c'est capé, on ne peut pas mettre autant qu'on veut, donc ce n'est pas un vrai concurrent de l'assurance vie. Mais ça n'empêche que ça établit une espèce de référence de marché, une espèce d'attente en termes de rendement pour les épargnants. Et ça force aussi, par exemple, les banques à augmenter leur taux de dépôt. Et on a vu, par exemple, que les taux de dépôt ont augmenté, pour les contrats à terme, pas sur les dépôts à vue, mais sur les contrats à terme, ont augmenté, par exemple, plus vite en France que dans les autres pays européens. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un peu l'effet livret A. Donc il y avait une vraie concurrence. Alors en Italie, là, vous ne voyez pas de rouge sur le graphe à droite, il est orange si on regarde juste les produits bancaires, mais en fait en Italie, la concurrence est aussi très très forte avec les obligations souveraines, parce que les épargnants en fait en Italie ont l'habitude d'acheter directement des obligations d'État. Et il se trouve que l'Italie paye des spreads un peu plus importants. Donc en termes de compétitivité de produits d'épargne, c'est très important. Donc les Italiens ont aussi souffert beaucoup de la concurrence
de la concurrence. Les assureurs, oui, italiens ont beaucoup souffert de la concurrence avec le souverain. Donc, première chose, premier impact, hein, clairement, c'est que les épargnants mettent moins leur argent sur les contrats d'assurance vie. Et on a vu une augmentation des taux de rachat. Alors, c'était très très clair en Italie. C'est aussi clair si vous regardez les chiffres de France Assureur en France. Par contre, de façon positive, si on peut passer sur le slide d'après, on a quand même certains éléments en France qui sont plutôt positifs et qui aident beaucoup les assureurs à gérer ce risque. C'est-à-dire que ce risque, en fait, il est identifié, enfin, juste pour l'anecdote, en fait, avant de travailler chez Moody's, moi j'ai été contrôleur des assurances, donc on m'a beaucoup parlé de ce que c'était que les risques pour les assureurs en France, et on m'a toujours expliqué qu'en assurance vie, le risque de rachat était très très important, même à l'époque où on ne parlait pas d'explosion des taux d'intérêt. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté chez les assureurs français. Ils ont toujours eu conscience de ce risque, et c'est pour ça que, par exemple, en termes d'ALM, il y a eu cet écart de duration, garder une duration de l'actif plus courte que la duration du passif, parce qu'on sait que la duration du passif peut se raccourcir très très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui les a par exemple beaucoup aidés en 2022. L'autre aspect positif, c'est la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a beaucoup de réseaux propriétaires. C'est aussi le cas d'ailleurs en Italie. Alors il y a des exceptions. Enfin, je suis sûr que vous avez entendu parler d'Eurovita, de cette société d'assurance vie en Italie qui a un peu fait faillite. Mais justement, c'était un peu l'exception car elle vendait beaucoup de produits via les banques. Mais sinon, en moyenne, il y a beaucoup de réseaux propriétaires. Et quand on a des réseaux propriétaires, c'est quand même plus facile de conserver les clients ou d'expliquer aux clients ce qui se passe. Alors que quand on travaille avec des courtiers ou avec des réseaux bancaires qui n'appartiennent pas au groupe, le client a tendance à partir beaucoup plus facilement. Et donc là, le risque de rachat est beaucoup plus important. Donc, les produits font que le risque de rachat est très important en France. Mais finalement, c'est un risque qui est plutôt bien géré par les assureurs français. Je ne parle pas des autres ressources telles que la PPB, par exemple, les avantages fiscaux, qui sont aussi des choses positives. Mais en tout cas, même si c'est un vrai risque, c'est plutôt bien géré aujourd'hui par les assureurs. Ok, donc je vais prendre la parole pour la suite. Donc le dernier volet de risque qu'on voulait un peu étudier pour l'assurance vie, c'est le risque législatif. Donc, qui est assez lié à ce qui se passe actuellement sur les discussions vis-à-vis des commissions et rétrocommissions qui peuvent être perçues par les assureurs vie. Donc, je vais d'abord donner un peu un aperçu du contexte législatif européen, un peu ce qui se passe en France, et ensuite pour conclure en fait sur en quoi c'est vraiment un problème pour le marché français par rapport aux autres pays. Donc le risque qui a été adopté par la Commission européenne là en 2023 part de 3 constats. La première, c'est que les investisseurs globalement manquent d'informations pertinentes. Donc en gros, ils sont un peu perdus pour lire leurs contrats, comprendre qu'est-ce qu'on leur vend exactement. Les investisseurs peuvent être aussi également mal influencés, mal conseillés. Donc ça, c'est lié aussi au fait que les produits ne sont pas forcément assez lisibles ou qu'il y a peut-être des phénomènes qui incitent les gens à ne pas forcément vendre, ce qui va favoriser le client. Et le dernier point, c'est qu'on a identifié, donc, par rapport à ce que je disais avant, des processus, des lacunes assez importantes dans le paiement des commissions qui ne sont pas forcément justifiées, qui ne sont pas forcément incitatifs pour le client dans le bon sens. Donc, ces 3 constats amènent deux éléments vraiment importants sur lesquels le régulateur européen veut essayer d'interférer. C'est une perte de confiance des investisseurs, c'est-à-dire vous êtes un public averti, mais les gens qui ne sont pas forcément un public averti vont globalement pas forcément comprendre ce qu'ils ont dans leurs produits, et le fait de ne pas comprendre ce qu'il y a dans le produit, on risque de s'en détourner, et ça c'est pas forcément bon pour eux, parce que si finalement vous détournez des produits d'épargne les plus complexes, c'est pas pour autant que vous pourrez bien préparer votre retraite, etc. Et le deuxième point, c'est une diminution de la capacité réelle d'épargne. C'est-à-dire en fait, si vous achetez un produit et que finalement on vous prend 200 points de base par an pour des frais pas forcément justifiés, en fait, la conséquence pour vous, c'est que votre épargne ne sera pas assez grande à terme pour subvenir à vos besoins, financer ce que vous aviez prévu de financer, etc. Donc, vous n'allez pas pouvoir capter la vraie croissance de l'économie via votre produit d'épargne parce que finalement, on va vous prendre un montant forfaitaire qui n'est pas forcément justifié. Donc, cette réglementation, elle a pour but, par rapport à ces constats-là, de globalement protéger les consommateurs, de leur offrir un bon rapport qualité-prix,
et de les rendre autonomes dans leurs choix et de leur permettre de faire des choix en leur âme et conscience, mais des choix avisés. C'est-à-dire ils vont vraiment comprendre chaque action de leur part, qu'est-ce que ça va amener en termes de risque et en termes de rendement potentiel. Les implications pratiques de cette norme, si on doit les résumer en 3 points importants, c'est globalement un encadrement des commissions, c'est-à-dire on ne veut plus que les gens soient facturés pour des tâches d'exécution pure, c'est-à-dire le moins de petit arbitrage sans aucun conseil financier, etc. Ça va être difficile a priori de justifier qu'on a apporté de la valeur pour le client et du coup qu'on peut mettre en face de ça le paiement d'une commission ou d'une rétrocommission. Ensuite, globalement, on a un principe qui est assez central de value for money, c'est-à-dire globalement, il faut en avoir pour son argent. C'est-à-dire si on me facture quelque chose, il faut que la chose qu'on me facture soit proportionnelle à la prestation qu'on m'a offerte, en fait. C'est-à-dire on ne va pas surfacturer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, en fait, il faut que ce qu'on facture au client soit à peu près lié à ce que ça me coûte à moi d'exécuter la tâche, à ce que ça me coûte à moi par exemple, pour faire la prestation de conseil. Et donc, tout ça a pour but de permettre au client d'avoir un produit qui a un bon rapport qualité-prix, et tout ça dans une grande transparence, c'est-à-dire qu'il va être capable de comprendre aussi bien les risques et la décomposition de son rendement réel. C'est-à-dire qu'il doit être capable à partir du rendement des actifs, de se dire en fait, moi j'arrive à un rendement final de 5%, pourquoi ? Et comment se sont évaporés les points de base entre la performance du marché et ce que j'ai au final, par rapport à ce qu'on m'a offert comme service. Donc pardon, oui. Je n'avais pas compris que c'était le mec qui n'était pas connecté. Les implications donc vont avoir quand même des grosses craintes du point de vue du marché. La première, qui peut être une crainte un peu, on va dire, bienveillante, c'est celle que complexifier les informations pour le consommateur, a priori, ça part d'une très bonne idée, parce que ça va amener les gens à mieux comprendre ce qu'ils ont dans leur portefeuille, ils peuvent mieux arbitrer, ils peuvent mieux agir, mais finalement, ça va avoir aussi le risque de les perdre. Et quand vous perdez quelqu'un, vous avez le risque finalement qu'il se détourne du produit le plus complexe, juste pour aller vers un produit qui va mieux comprendre. Mais ce n'est pas forcément ce produit-là qui va lui offrir les meilleurs rendements et qui est le mieux pour lui, en fait, tout simplement. Et donc, on a des exemples de ça, par exemple, avec la première mouture d'Eurocroissance. Finalement, d'avoir une information financière ultra détaillée pour quelqu'un, ce n'est pas forcément quelque chose qui va l'amener à se dire « Tiens, je suis en confiance, je vais investir sur ce produit ». Mais le deuxième point, et c'est celui sur lequel on va discuter sur la fin de slide et sur le slide d'après, c'est que ce texte-là, globalement, va amener une pression sur qu'est-ce que je peux charger à mes clients, et donc peut remettre en question un peu le business model de l'assurance vie classique, et notamment une assurance vie qui est très patrimoniale, c'est-à-dire qui n'offrirait pas vraiment beaucoup de services, de conseils financiers autour, de garanties annexes, voilà, que le produit finalement soit assez simple, soit un produit uniquement d'investissement. Mais si vous faites ça uniquement, ça va être très compliqué de justifier la facturation de quelque chose envers votre client, parce que finalement, vous êtes dans des tâches souvent d'exécution pure. Par rapport, par exemple, vous avez un fonds de gestion piloté versus un ETF. Si vous ne performez pas beaucoup mieux, vous pouvez vendre le fait que vous avez soi-disant sélectionné les actifs, mais si vous ne faites pas beaucoup mieux que quelque chose qui a des frais très limités, ou par exemple un produit bancaire qui va avoir un PEA, par exemple, où le taux de frais va être moins important, finalement, si vous n'apportez pas de conseils en amont sur quels sont les UC à choisir, etc., ça va être très compliqué pour vous de justifier que vous devez avoir des niveaux de chargement comme ceux présents actuellement sur les contrats. Alors rapidement, sur la deuxième partie du slide, l'idée c'est de se dire que le risque là, dont on a parlé, ça peut être un peu le Big Bang en termes de commission, rétrocommission et sur la structure globalement de rémunération de l'assurance vie. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas un événement complètement isolé dans le paysage. Il y a tout un contexte un peu législatif global qui va amener une pression sur les chargements. Donc en France, on a eu la loi de protection des épargnants, donc c'est quelque chose qui est passé au Sénat, mais qui est encore en stand-by côté Assemblée nationale, qui va amener notamment le concept de transférabilité externe totale des contrats avec l'antériorité fiscale. Si vous faites ça, c'est globalement, vous allez stresser les rachats
dans la vraie vie. Et donc, ce qui dit ça dit que vous allez globalement mettre les différents acteurs dans une concurrence un peu plus effrénée. Et donc, le risque, c'est que ça amène à une pression sur les chargements. Côté régulateur français, il y a eu les recommandations de la CPR de juillet dernier sur les unités de compte exclusivement, alors que le risque s'intéresse finalement à tout produit d'épargne. Hein. Mais on retrouve des thématiques assez similaires au risque. Hein. C'est-à-dire que finalement, ce que vous allez facturer, ça doit être proportionné, ça doit être justifié par rapport à la prestation que vous offrez. Donc globalement, si vous offrez des UC avec des niveaux de chargement très très différents, bah, ça va être très compliqué de garder les niveaux de chargement les plus hauts par rapport aux niveaux de chargement les plus faibles. Et le dernier point, les recommandations du comité consultatif du secteur financier. Pareil là, donc il y a un peu des thématiques similaires au risque sur la partie l'obligation de communication sur les rémunérations, ventilation et le fait qu'en fait on ne peut plus, selon eux, vendre un produit d'épargne, juste vendre un produit d'épargne et les facturer quelque chose sans toute la dimension conseil et accompagnement du client. Donc pour conclure sur cette partie du risque législatif, donc pourquoi les assureurs français pourraient être fortement impactés? Donc on a vu qu'il y a une pression législative globale importante. Le risque dont on vient de parler, en plus, il faut avoir en tête qu'il y a une clause de revoyure assez proche. Donc en fait, on pourrait vite conclure que s'il est mis en application, qu'on ne se met pas assez rapidement en compliance avec le principe de value for money, la sanction pourrait tomber assez vite avec un durcissement du texte. Donc finalement, si l'assurance vie française ne se remet pas en question assez rapidement, le coup près pourrait tomber. Ensuite, sur le marché français, on va avoir par exemple avec le PEA une concurrence assez forte de certains produits bancaires et ces produits bancaires qui passeront assez facilement le principe de value for money, hein, parce que sur un PEA, les taux de frais sont moins importants, vous avez un livret à côté, par définition, il n'y a quasiment rien. Et donc ce marché français qui est peu assurantiel en termes de produits d'épargne proposés, c'est-à-dire finalement on a délaissé de plus en plus même le fonds euro pour aller vers du full UC parce que c'était capital light, etc. Mais finalement on n'a plus vendu vraiment de services assurantiels. Et donc ça amène un marché français qui doit se remettre en question, qui doit refondre son processus de création de produits. Bon, c'est un peu comme tous les acteurs européens parce qu'il va falloir intégrer tous ces concepts dès la fabrication des produits, mais qui doit surtout veiller à proposer à terme des produits un peu plus complets qui vont permettre de créer de la valeur, c'est-à-dire qui vont permettre d'accompagner le client, mais aussi pour l'assureur en tant qu'entité de créer de la valeur et de continuer à maintenir sa rentabilité, sa profitabilité dans les années à venir. Donc c'est potentiellement un Big Bang assez important qu'il faudrait a priori anticiper et se poser des questions au-delà de la partie vraiment actuarielle, modèle, etc., mais de se poser la question vraiment en termes de qu'est-ce qu'on vend comme produit à terme. Juste si je puis me permettre, je vais juste te dire que c'est pas que la France. Hein. Dans les autres pays, on en parle aussi, mais c'est vrai que la spécificité des produits français fait que le sujet est vraiment très important en France. Mais en Allemagne, on en parle beaucoup aussi, hein, par exemple. Donc, c'est sans trop de surprise qu'on commence cette seconde partie sur l'assurance non-vie avec le risque inflation. Donc, 2023 a été une année marquée d'incertitudes avec l'Ukraine, l'Israël, des turbulences bancaires aux États-Unis et une inflation encore trop élevée. Je vous rappelle que donc, la zone euro a passé on va dire son pic d'inflation en octobre 2022 en l'atteignant à 10,6%. De nos jours, on est à 4,2% pour la zone euro et 3,5-4% pour la France. Donc on peut y voir l'efficacité de la politique monétaire, mais en réalité, on reste quand même 2 fois trop élevé que l'objectif de la BCE qui voudrait réatterrir autour de 2% d'ici mi-2025. Et en fait, c'est dans ce contexte du coup qu'on observe des ratios combinés proches de 100%, voire 100,2% pour la France en 2022, alors que par exemple en Espagne, on est à 93,8%, en Allemagne 92,2% ou encore en Belgique 97,6%.
Donc, ce qui témoigne vraiment que le marché est tendu et que on a un résultat technique qui est proche de zéro. Donc, une des solutions un peu faciles qu'on pourrait proposer, c'est pourquoi ne pas augmenter les primes. Seulement, c'est que cet ajustement tarifaire est corrélé avec deux éléments, la pression concurrentielle et la pression politique. Donc, pour le premier point, pour la pression concurrentielle, pas de chance, le marché français est très fragmenté et du coup, ce qui fait qu'il y a une énorme concurrence. Et c'est à ce moment-là que si on augmente les primes, on risque d'avoir un risque de résiliation, ce qui pourrait faire plonger le ratio combiné de l'autre côté de 100%. Concernant la pression politique, la profession a convenu à maintenir l'augmentation des primes en dessous de l'inflation suite à la demande de Bruno Le Maire pour soutenir, on va dire, le pouvoir d'achat des ménages. Et si on voulait augmenter en tout cas les primes à ce niveau, on a un risque de réputation. Donc finalement, je ne pense pas que augmenter les primes soit en tout cas on est un petit peu bloqué. Je pense que les assureurs français ont été jusqu'à maintenant plutôt résilients, mais que sur le long terme, il pourrait devenir difficile de garantir un niveau de rentabilité global. Et du coup, on va dire qu'il faudrait mettre pour la suite le projecteur justement sur les frais, puisque ça reste on va dire, la dernière variable du ratio combiné qui peut être optimisée. Puisque, comme je viens de vous dire, les primes, on est bloqué, et les sinistres, à moins peut-être de faire de la prévention, qui peut être une bonne solution, mais je pense qu'on verrait plutôt les résultats sur le long terme. La dernière variable qui reste, c'est les frais. Et en tout cas, peut-être qu'à mon avis, c'est possible en se tournant vers la digitalisation, mais ça reste encore un autre sujet. Je vous laisse. Je ne sais pas s'il marche celui-là, non. Merci. Oui, donc peut-être dernier sujet sur la non-vie, c'est l'exposition au risque catastrophe naturelle. Donc là aussi, pour essayer, alors l'exposition au risque catastrophe naturelle, c'est pas un phénomène franco-français. Ça concerne évidemment tous les assureurs dans le monde entier. Ceci dit, ce que vous voyez en fait ici sur la diapositive qui est projetée, en fait, c'est une simulation qui a été faite par Moody's RMS, donc qui est une société de modélisation des risques climatiques qui est séparée de l'agence de notation, mais qui appartient au même groupe. Mais ce que vous voyez en fait des scénarios en fait climatiques, donc on appelle les RCP 4.5, RCP 8.5, en fait qui sont liés en fait à différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et donc d'augmentation de la température. Et vous voyez en fait ici l'impact sur l'augmentation du risque inondation. Et vous voyez par exemple que la France est quand même assez fortement impactée dans ces scénarios alors, qui sont extrêmes, mais finalement, quand on lit ce qu'on lit ces jours-ci, on se rend compte que ce n'est pas forcément juste des scénarios stress, ou c'est des scénarios stress style EIOPA, c'est-à-dire ceux qui se réalisent. Mais en fait, la France est quand même assez fortement exposée. Là, c'est que le risque inondation. Mais ça concerne aussi le risque sécheresse, le risque tempête. Alors il y a peut-être un peu moins de consensus scientifique sur le fait que le réchauffement climatique augmente le risque tempête, mais même si on a l'impression que l'intensité des tempêtes peut être plus élevée, on sait que la France est quand même assez touchée aussi par les tempêtes. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers temps. Donc là aussi, c'est un sujet qui est quand même très très important pour la France. Et encore une fois, donc c'est un sujet qu'on peut gérer en augmentant les primes. C'est un sujet qu'on peut aussi gérer en faisant appel aux réassureurs. Le problème, si on va sur la diapositive d'après, c'est que les réassureurs ont aussi énormément été touchés par les phénomènes climatiques ces derniers temps et qu'ils ont fortement réagi. Et autant on disait par exemple que c'est difficile pour les assureurs d'augmenter les prix parce que il y avait beaucoup de concurrence, il y avait une pression politique. Les réassureurs sont quand même un peu moins... Alors il y a une concurrence en réassurance, c'est sûr, mais ils sont certainement moins soumis à la concurrence, à la pression politique.
Et en début d'année, donc de cette année 2023, fin 2022, début 2023, ils ont fortement augmenté les prix de la réassurance et ils ont aussi revu un peu les conditions auxquelles ils étaient prêts à accorder leur couverture. Et la conclusion de tout ce processus, c'est qu'en fait, les assureurs, comme ça coûtait vraiment trop cher maintenant de se réassurer, ils ont été un peu forcés à réduire leur couverture en réassurance. Et donc là, ce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les assureurs français, c'est vraiment une étude qu'on a faite sur les assureurs européens. Mais finalement, la tendance était un peu la même partout. Et ce qu'on voit, c'est que suite au renouvellement des plans de réassurance au début 2023, en fait, les événements climatiques vont coûter plus cher aux assureurs, non pas parce qu'il y a forcément plus d'événements climatiques, mais parce qu'il y a moins de réassurance. Et en moyenne, par exemple, on voit qu'un événement qui, selon les modèles, se produit par exemple une fois tous les 100 ans, eh ben, ça coûtera 10% de plus aux assureurs européens cette année que ce que ça aurait coûté l'année dernière parce qu'il y a moins de réassurance. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. On a parlé beaucoup, par exemple, des tempêtes Ciarán et Domingos. On dit que c'est une des tempêtes les plus importantes en France, avec un coût estimé de 1,3 milliard selon France Assureur. Ce qu'on dit peut-être un peu moins, c'est que quand on compare ça aux tempêtes d'avant, il y avait peut-être une partie qui était prise en charge par les réassureurs avant. Cette année, il n'y a quasiment rien qui sera pris en charge par les réassureurs. Et ça, on l'a vu aussi dans les résultats qui ont été publiés, par exemple, par les réassureurs. Le score a dit, tout ce qui concerne Ciarán et Domingos, ça va très très peu nous impacter. C'est vraiment quelque chose qui impacte les assureurs directement. Donc c'est un sujet vraiment central. Là, j'allais dire que la France n'est pas forcément plus exposée lorsqu'elle négocie avec les réassureurs que les autres assureurs européens. Mais comme on l'a vu sur le slide d'avant, par contre, le risque climatique peut être un peu plus élevé aussi en France qu'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un sujet d'attention. Et donc sur tous ces aspects non-vie, encore une fois, je pense que les assureurs français ont les capacités de gérer. Ils peuvent essayer de prendre les bons risques, peut-être de développer la prévention, comme on le disait. Ils sont généralement assez rationnels, ils augmentent les primes. Mais on voit qu'ils sont plus sous pression que les autres assureurs européens. Autant ce que je disais en vie, c'est qu'ils le gèrent assez bien et ils ne sont peut-être pas autant sous pression que d'autres assureurs européens. En non-vie, par contre, même si ça se gère, c'est le travail, je pense, des assureurs, c'est le travail des actuaires. On voit que la pression est quand même très très forte sur les assureurs français. Voilà. Merci beaucoup. On prend vos questions si on a. J'ai une question sur les taux de gestion, sur la partie. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Une petite question sur la partie yard. On disait qu'on était en flux tendu sur le montant des primes. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose vis-à-vis des autres pays, notamment sur les taux de gestion? Est-ce qu'on sait s'ils sont plus élevés, vu que vous parlez de la dernière variable possible à peut-être calibrer vis-à-vis des... Comment agissent nos pairs européens? Honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une excellente question, surtout suite à ce que c'est l'ACPR qui a déclaré la semaine dernière justement que les assureurs non-vie devaient réduire les frais et pas trop augmenter les primes. Honnêtement, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas sur les coûts de distribution, il n'est pas évident que les Français fassent moins bien que les autres pays européens. Au contraire, en fait, je pense que compte tenu du modèle de distribution en France, avec énormément de mutuelles, des réseaux salariés qui sont quand même pas si coûteux que ça pour les assureurs par rapport à des courtiers. Alors que quand on regarde par exemple au Royaume-Uni ou même en Belgique, aux Pays-Bas, où les courtiers sont très développés, où on parle beaucoup de digital au Royaume-Uni, mais c'est quand même des sites de comparaison avec des commissions très élevées en fait, qui sont versées à ces sites. J'ai l'impression que les coûts de distribution sont un peu plus élevés dans certains pays qu'en France. Après, sur les frais de gestion en tant que tels, généralement, finalement, c'est pas la plus grosse part des frais. Hein. C'est souvent les frais d'acquisition qui sont le plus importants. Donc là, j'ai moins les chiffres en tête. Je ne sais pas si on trouverait une différence significative. La seule chose que je peux dire, c'est que à chaque fois qu'on parle aux assureurs, ils nous disent qu'ils ont un plan pour réduire les frais, que ce soit des assureurs français ou des assureurs étrangers. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est regardé d'assez près. La réalité, c'est que ce qu'on voit souvent, on parle souvent par exemple de digitalisation, des process, etc., pour essayer de réduire les frais, mais tout ça, ça réclame aussi de l'investissement.
Donc quand on met d'un côté les investissements et de l'autre les économies faites, hein, in fine, on ne voit pas beaucoup les frais baisser. Ça, c'est une réalité. Et je me permets juste une deuxième question sur le début de votre présentation. Est-ce que ça serait possible de revenir sur les slides de cartographie qui étaient en anglais? J'ai pas eu le temps de bien voir la légende. Est-ce que vous pourriez la commenter, les deux graphiques, les deux slides que vous aviez, celle d'avant et celle d'après, en anglais? Juste sur les couleurs, rapidement. Ouais, non, en fait, c'est juste... là, encore une fois, c'est une façon d'évaluer pour nous l'exposition au risque de hausse des taux, donc au risque de rachat. Hein. Donc, pour ça, en fait, on a fait une étude selon 4 dimensions. La première, c'est regarder un peu le mix produit et les caractéristiques des produits d'assurance. Donc, c'est un peu qualitatif, mais par exemple, sur le mix produit, c'est se dire, bah, finalement, si on n'a que des produits en unité de compte, le risque de rachat, il n'est pas si élevé que ça. Sauf si on parle d'unités de compte immobilières comme Capimo et autres, mais ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est la première chose, dire est-ce qu'on a des produits garantis qui sont vraiment exposés au risque de rachat. Et la deuxième chose, quand on parle des caractéristiques produits, c'est vraiment regarder les pénalités de rachat. Donc ça c'est ce qu'on voit sur la première carte. En rouge en fait vous avez les pays dans lesquels les pénalités de rachat sont très très faibles. Donc on demande l'argent et on paye quasiment aucune pénalité comme en France. Donc ça c'est le cas de la France et de l'Italie. Vous avez des pays qui sont en vert. Donc là c'est typiquement par exemple l'Espagne, parce qu'en Espagne vous avez en fait ce que je disais tout à l'heure, des market value adjustments qui sont vraiment directement dans le produit. Donc il n'y a aucun intérêt pour l'assuré à racheter avant la fin du contrat, même quand les taux augmentent, parce que sinon toute la perte est pour l'assuré, puisque je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous savez, quand le problème, c'est qu'on vend des actifs à perte quand les taux augmentent. C'est ça, en fait, le risque de rachat. Et après, vous avez les pays qui sont entre les deux. Comme l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, vous avez des pénalités de rachat plus élevées qu'en France. Donc, voilà, on se pose la question avant de racheter. Et en plus, ou dans certains cas, vous avez des garanties de prévoyance. Donc, vous avez des garanties d'essai, invalidité. Et c'est vraiment acheté plus aussi comme un produit de prévoyance, de protection, et donc c'est pas forcément juste un produit d'épargne. Donc c'est pas que forcément on se dit pas les taux augmentent, je vais abandonner ma couverture au décès par exemple. Donc ça c'est la première carte. La deuxième c'est plus regarder la concurrence avec les produits bancaires. Donc là on a regardé un peu les niveaux des taux garantis et des taux servis par les assureurs et on a comparé ça à ce qu'offraient les banques en fait au début d'année. Donc là, c'est ce que je disais en France, on avait le livret A qui offre du 3%, alors que les produits d'assurance offrent alors je ne sais plus, c'était 1,8 peut-être en 2022 en moyenne. Donc là, il y avait un écart assez important. Alors que si vous regardez par exemple aux Pays-Bas, en fait, aux Pays-Bas, les taux garantis qu'on trouve dans les bilans, c'est encore du 3-4%. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence avec les produits bancaires aujourd'hui aux Pays-Bas. Et en orange, c'est au milieu. Voilà. Sur le slide d'après, ce qu'on disait par contre, c'est les deux dimensions qui permettaient de réduire un peu le risque. Et la première, c'est la stratégie de distribution. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec des réseaux propriétaires, que ce soit des réseaux salariés ou des agents généraux, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on est capable de retenir le client. C'est-à-dire que si le client vient pour acheter le contrat, on peut lui dire « mais pourquoi ? Attendez, vous verrez ». On peut lui expliquer comment le contrat d'assurance marche. On peut lui expliquer que la situation est temporaire, qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à racheter. Alors que si on vend via un courtier ou via une banque, là, par contre, le réseau, en fait, pas forcément intéressé à garder le client et lui, voire même, il est presque intéressé à vendre un produit bancaire. Donc, les clients ont tendance à partir plus facilement. Et ça, on l'a vu en Italie. En Italie, on a une augmentation sensible du taux de rachat, mais par contre, cette augmentation du taux de rachat, on l'a vu sur les réseaux bancaires et pas du tout sur les agents généraux. Il y avait vraiment une grosse différence par réseau de distribution. Donc c'est, je pense, une preuve que la distribution joue un rôle. Et enfin, la dernière, c'est l'ALM. Alors l'ALM, c'est un peu, je suis désolé, c'est une réponse longue, mais c'est juste dire, finalement, quand on a des actifs d'une duration courte, les moins-values qu'on a sont aussi plus faibles que si on a des actifs de duration longue. Ça, c'est la première chose. C'est la chose principale. Et après, c'est l'écart de duration entre les actifs et le passif. C'est-à-dire que si on a un actif, par exemple, plus long que le passif, on est plus exposé au risque de rachat que si on a un actif court par rapport au passif. Voilà. Pour faire court, c'est à peu près ça. Merci beaucoup.
Merci. En ce qui concerne la non-vie, qu'est-ce qui relève du structurel, c'est-à-dire la position géographique de la France, modèle social français, et donc ça veut dire choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir, de ce qui est business, fractionnement du marché, etc. Et si la deuxième partie de l'équation est vraie, est-ce qu'on peut s'attendre pour la non-vie à peut-être à une consolidation du marché, comme ce qui a pu être le cas au début de Solvabilité 2, notamment pour le monde mutualiste? Qu'est-ce que... Excellente question. Non, mais en fait, il est clair que quand on essaye de comprendre pourquoi, je pense que la structure du marché joue un rôle très important. Enfin, encore une fois, si je prends l'exemple de l'Italie, qui ressemble un peu à la France et qui a ressemblé beaucoup à la France, mais qui, par exemple, a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en assurance non-vie, notamment en ratabilité de l'assurance non-vie. On avait des ratios combinés qui étaient aussi très élevés. On avait parfois des hommes politiques qui prenaient des lois assez insensées et qui avaient un impact assez important sur la responsabilité civile automobile, etc. Donc, si on revient 10-15 ans en arrière, l'assurance non-vie italienne n'était pas dans une si bonne situation. Mais après ça, il y a eu effectivement des augmentations tarifaires, mais il y a aussi un phénomène de consolidation qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Italie, on parle vraiment de 3-4 grands acteurs en non-vie, que sont Generali, que sont Unipol, que sont Allianz SPA par exemple, et une paire d'autres, hein, mais qui ont tous aussi le même objectif, notamment en termes de rentabilité. C'est des sociétés qui sont plus souvent des sociétés cotées, donc avec un objectif de rentabilité assez élevé, et qui font que, par exemple, lorsqu'il y a eu l'inflation, il y a eu vraiment une réaction assez forte au niveau tarifaire. Alors, pas immédiate, hein, comme partout, il y a toujours un peu de retard, mais une réaction assez forte. Et là, on a vu les résultats du 3e trimestre. En fait, on voit déjà les améliorations dans les ratios combinés. Si je regarde la France, par contre, je pense que les acteurs sont très rationnels. Il n'y a pas d'acteurs irrationnels en France. Mais par contre, il y a une fragmentation plus importante. Il y a plus de mutuelles. C'est pas un mal en soi, c'est pas du tout une critique. D'ailleurs, je suis client de mutuelles, si je veux dire. Mais c'est juste que leur objectif de rentabilité n'est pas le même. Donc forcément, quand on regarde la moyenne du marché, on a des ratios combinés plus élevés. Encore une fois, en soi, c'est pas grave, mais ça veut juste dire qu'il y a moins de marge pour absorber les petites déviations. Donc c'est surtout ça le problème qu'on soulève. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des phénomènes de consolidation ? Tout dépend, c'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que quand on parle aux mutuelles, par exemple, elles disent juste on est prêt à accepter une rentabilité un peu dégradée pour un certain temps, mais on n'a jamais vu de comportement complètement irrationnel, c'est-à-dire qu'après 1 ou 2 ans, ça se stabilise, ça met juste plus de temps, les marges sont plus faibles, mais in fine, je pense qu'il y a plein d'actuaires très très compétents dans les mutuelles et qui font très très bien leur travail, donc ça ne veut pas dire que ces mutuelles seront en difficulté. Maintenant, si vous regardez le marché français, vous verrez bien qu'il y a quand même beaucoup de mutuelles, d'institutions de prévoyance qui ont des marges très très faibles sur leur cœur de métier et qui se diversifient. Je prends l'exemple classique, c'est Massif par exemple qui a racheté Aviva, qui du coup aujourd'hui, si vous regardez les résultats de Massif, c'est pas beaucoup sur l'assurance non-vie, c'est beaucoup sur l'assurance vie, sur la gestion d'actifs. Donc voilà, est-ce que c'est un peu de la consolidation, mais dans la diversification, c'est pas forcément non plus des mutuelles qui sont vraiment en très, très grande difficulté. Ça peut exister un peu partout dans les marchés, mais la consolidation qu'on a vue par exemple aux Pays-Bas, c'était un gros acteur qui faisait vraiment n'importe quoi et qui était très très agressif et qui a fini par disparaître. Ça, on ne le voit pas aujourd'hui sur le marché français. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de vraiment prévoir. Je ne sais pas si c'est vraiment de la consolidation, mais en tout cas, la diversification, oui, ça c'est un phénomène clé sur le marché français. Pas de questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup de nous avoir écoutés en tout cas.